Merci. Merci Alexis. Alors quand j'ai préparé cette conférence, je me disais mais par où, par quoi je vais commencer? Et en fait, très vite, après l'évocation féerique de la soirée d'inauguration avec en présence de l'ensemble de tous ceux qui ont permis de faire la belle ouvrage qui est l'exposition, je me suis dit ok, ça a été une façon de balayer. Je vais un peu vous présenter d'abord la genèse de la collection de ce lieu qui est ici quand même. Ça me paraît évident. Et puis ensuite, j'ai picoré, on va dire, parce qu'en fait, c'est un moment très dense, ce catalogue. C'est finalement 30 ans de réflexion sur une question qui fait partie de mes premiers travaux de troisième cycle sur la reconnaissance à l'époque on disait la berbérité, ou d'un art berbère autonome. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir là un ensemble de rédacteurs. Donc Ahmed Skounti, ça a été dit, Alexis, naturellement, David Guéry, Myriam Nagy, je vais expliquer les choses au fur et à mesure, Marc Breveleri, Mohamed Mouskit, qui est là, je crois, ce soir, c'est Mohamed. Es-tu là? Voilà. Merci. Myriam Barrada autour du travail de Amina Agaznei. Et donc, c'était extrêmement important que vous ayez d'entrée de jeu cette vision globale et cette histoire du musée. Parce que comment ne pas commencer par le commencement? C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, tout le monde veut faire son musée, tout le monde a sa collection, mais tout le monde ne sait pas que ça se construit sur la longue durée, que c'est un travail en soi, et qu'après, il y a un certain nombre de personnes attentives à l'histoire de ces collections. Et au fond, au final, pourquoi deux hommes épris d'une ville, d'une culture, d'un territoire vont venir construire l'écrin d'un rêve aujourd'hui par nous tous? Parce que je crois qu'aujourd'hui, on est tous amoureux des musées, on y passe un temps énorme, il y en a de plus en plus, y compris dans le royaume qui se déploie, et finalement Pierre Berger avait anticipé, mais il avait été très attentif, et c'est pour ça que ce musée est extrêmement intéressant, il avait été extrêmement attentif à un processus de démocratisation qui avait été installé par Hassan II, feu Hassan II, et qui a été prolongé par son fils, le souverain, et qui, avec le discours d'Ajdir jusqu'à la constitution de 2011, va parler de ces questions de composantes amazigh, de plurilinguisme, de aussi culturalité et de civilisation que nous brassons dans le royaume. Et donc ces questions-là, elles sont au cœur du musée tel qu'il va être construit, va progressivement être abandonnée cette idée d'un musée d'art arabe ou arabo-andalou, on peut l'appeler comme on a envie, et progressivement il va être remplacé par le fruit d'une rencontre. C'est Sarah à Sindon-Pinson, la grande dame, qui va rencontrer Pierre Berger, à qui elle va confier la collection en disant « Je ne veux rien changer, je ne veux pas qu'on transforme, c'est une collection berbère ». Et elle, à 15 ans, elle avait choisi de porter une fibule. Le tremblement de terre passe par là, à Agadir, elle est native d'Agadir, donc la perte des êtres chers, et le fait qu'on se projette et on construit. Donc cette question-là, Sarah l'avait complètement en elle et elle a voulu léguer tout ça en se disant « Je lègue aussi une passion, des objets qui étaient dans mon quotidien, qui étaient chez moi, dont mes enfants veulent peut-être pas, mais qui finalement ont besoin d'être là à ce moment-ci. » Donc on est là en 2012, 2011, 2012, et là il y a l'exposition telle que Christophe Martin avec Björn, ça a été dit, vont le construire. Et en fait,
Sarah, elle est juive, on le sait tous, elle redécouvre ses racines à partir de ce travail. Elle va penser aux routes, aux mines, à Qa, l'or, hein, l'argent, le plomb, on pense au Sirois, au Jbel Bani, à ces anciennes villes médiévales de Noulemta, de Temdout Nouaqa, Sijil Messa, où il y avait à chaque fois, pour battre la monnaie, il y avait évidemment des mines, et ces mines faisait en sorte qu'on ait aussi d'une main la partie qui faisait le marchand et la marchandisation et les routes commerciales, et de l'autre les parures. Et nous en parlerons parce que c'est plus que des parures. Et les 3000 pièces aujourd'hui que possède le musée sont à ce moment-là mortes. Elles sont dans un entrepôt en région parisienne. Et Christophe Martin va essayer de réfléchir avec Björn Dahlström et avec Sarah, et bien sûr en dialogue avec Pierre Berger, pour se dire comment on fait. Et il me disait que la nuit des oasis, c'est vrai que quand on est dans une oasis, on est transporté. Il a voulu garder cette féerie, et il a voulu aussi qu'on ait une vision d'un ensemble de tribus, et avec à chaque fois des spécificités. Je crois que toutes ces questions qui sont revenus dans le catalogue Femmes berbères et qui ensuite ont été extrêmement copiés. Moi, j'ai vu dans tout, à Doha, en Arabie Saoudite, partout, des expos sur les bijoux, ou sur le Maroc, évidemment, où on avait copié la scénographie magnifique de Christophe, et cette façon dont il avait donné un écrin, finalement classé, anobli, quelque chose qui était jusqu'alors assez méprisé, esthétisé, et il va à ce moment-là, voilà, le musée va connaître un très grand succès, et en même temps, tout à coup, les gens vont se dire, tiens, mais alors cette partie de nous-mêmes, elle a aussi une immense valeur, et on va se mettre à parler à Mazirité plus facilement qu'auparavant. Et 15 ans après, donc, Alexis me propose de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait de ce musée 15 ans après. Qu'est-ce qu'on fait d'une réflexion? Pourquoi ne pas continuer à réfléchir? Et donc c'est un petit peu ce dont je vais vous parler, en revenant sur toutes ces références que vous connaissez nécessairement, où vous allez voir une chose qui est frappante, c'est qu'on assiste à une forme de démembrement. On assiste à des bijoux qui sont plus vus dans un tout autour d'une parure, mais on a la fibule, le bracelet, etc., qui sont finalement pris en soi comme des objets. Et il va y avoir comme ça tout un travail autour de tous ces pays, en anglais, en espagnol, enfin dans toutes les langues, en français beaucoup. Et finalement, on va arriver à cette idée que la parure, eh bien, elle est vraiment à part, et elle est prélevée dans un ensemble. Alors que la parure africaine, et c'était vraiment cette question, c'était des parures de tête, c'était les cheveux, c'était le visage, c'était le herkous, c'était le henné, c'était un ensemble de choses qui venaient travailler, comme on le voit sur ces magnifiques dessins de Morin Bard, qui, elles, dessinent parce que les femmes refusent, notamment les sherifas, hein, de Siché Gelmassa, elles refusent, ou de Rissani, plus à proprement parler, elles refusent de se faire photographier. Il va falloir attendre peut-être 10 ans d'amitié, 15 ans, avant qu'elles acceptent la photographie. Et nous avons eu, pour notre plus grand bonheur, vous le voyez à gauche, l'histoire de ces postiches, l'histoire du fait qu'on fait des coiffures qui sont vraiment travaillées, qui forment un tout, et qui forment un tout avec les bijoux. Et dans l'image de Freddy Ridadorti, qui a une collection fantastique de photographies de femmes de l'Anti-Atlas, qu'il a photographiées entre, disons, 2000 jusqu'à 2018, quand il nous quitte, eh bien, on a les mêmes parures, les mêmes coiffures et la même vitalité. Moi, je ne voulais pas qu'on ait l'idée que c'est complètement mort, que ça n'existe plus. Je voulais qu'on reparte de cette exposition en se disant c'est un art qui traverse comme ça les siècles, les millénaires, qui a une écriture singulière, qui a une façon de faire tout à fait extraordinaire, et comme je vous le disais, qui se retrouve, regardez le henna, comment elle l'a placé, regardez les bijoux, comment elle les porte, et
elle, cette grande dame, la Klouj, qui vient du Tamanart, elle avait aussi le Wurz d'une des grandes Zaouïas, hein, c'est une femme, et elle avait aussi tous ces bijoux qui faisaient partie d'elle. Et donc, c'est très important de voir comment, à la colonisation, on est dans un hors-sol, on est dans un hors-contexte, on est dans ce dépecement, hein, d'une culture, et puis finalement, on est dans une perte de mémoire parce que ceux qui vont faire ensuite des notices 30 ans après, 40 ans après, seront déconnectés de ce qui a été là pour donner à comprendre des sociétés complexes. Donc il faut faire à la fois un geste de remerciement vers tout ce travail qui a été fait au moment de la colonisation et en même temps faire un pas de côté en se disant tout de même reprenons ce qui fait qu'aujourd'hui on peut considérer que c'est une reconnaissance, on peut accepter certaines choses, on a surtout des archives extrêmement fantastiques, précises qui n'ont pas été encore, on n'a pas de travaux équivalents pour le moment et en même temps regardons-nous dans ce qui fait ce qu'on est. Et donc la Tamazra va surgir comme un des concepts aussi de cette exposition en disant voilà, cette culture aujourd'hui, bien, elle vient d'une écriture lointaine qui nous réunit sur un ensemble de pays qu'aujourd'hui certaines frontières séparent. Cette écriture, elle a pu être explicitée et dans le catalogue, il y a un très très beau texte de Ahmed Skounti qui est un très grand spécialiste de ces questions-là et qui nous a fait l'amitié d'un texte et qui nous a aussi aidé à réfléchir à cette carte que vous voyez parce qu'on a tous les parlers, on a les pays et puis vous le voyez, on n'a pas de frontières parce que justement une langue n'a pas de frontières, elle ne s'arrête pas à un checkpoint, une langue elle avance et ce qui nous intéresse finalement c'est de voir comment la Tamazra elle va se déplacer vers finalement le monde occidental et on a aujourd'hui dans la diaspora un certain nombre d'entités à Paris, en Belgique, à Marseille bien évidemment et dans d'autres lieux que vous voyez et on a les Canaries. Les Canaries, où je vais m'arrêter un instant, et juste dire qu'il y a dans l'ouvrage que je présente on va dire, plutôt des occurrences de Tashlhit parce que Rachid, qui est ici, Rachid Wadli, qui m'a aidé à faire un certain nombre de recherches pour notamment le bon mot qu'on a ensuite rediscuté avec Ahmed Skounti, eh bien, et parfois aussi avec Si Mohamed Mouskit, naturellement, pour notamment ses textes à lui, eh bien, j'ai choisi plutôt la partie Tashlahit où j'habite, mais parce que je pense que c'est une des régions, moi j'habite Tiznit, mais je pense que toute cette région, Arqa, etc., sont vraiment des lieux où il y a cette vitalité, où on ne peut pas dire, mais où il y a un risque de folklorisation. Ça, c'est le grand, grand danger, c'est de faire vraiment mettre sous cloche, déguiser des gens, leur dire « allez, tu bouges pas », et faire un espèce de business qui serait déconnecté de tout ça. Et puis, je vous disais, on a cette terre africaine, amazigh méconnue, et Ifri, vous savez, Ifri qui a donné Afrique, Ifri, c'est la grotte, tout le monde le sait ici, mais Ifri, Ifriqiya, ça a été aussi une déesse, donc c'est un mot qui vraiment traverse et qu'on emploie beaucoup encore aujourd'hui dans notre langue amazigh et qui est très belle. Et il y avait des rites de l'Antiquité, puisque les peuples de berbères vont venir, on pense des côtes africaines, et vont aller aux Canaries, qui était une terre vierge, et il va y avoir un certain nombre de moments de colonisation de ces terres, notamment par Ptolémée, par Juba II, par tous ces grands empereurs romanisés qui sont berbères et qui ont envie de développer le pourpre à travers le murex. Vous savez, c'est ce coquillage qui donne de la pourpre. Et à l'époque, la pourpre, jusqu'à des dates assez récentes, la pourpre est plus chère que l'or. C'est l'un des ingrédients le plus cher qui soit pour teindre. C'est pour ça qu'ensuite, on a eu ces toges, d'abord des grands empereurs et ensuite des cardinaux de l'Église catholique, etc., jusqu'à nous,
chacun a en tête un certain nombre de tableaux où on voit ce rouge pourpre justement très puissant qui nous venait de ce commerce et qui explique qu'il y ait eu aussi des liens entre l'ensemble de ces territoires, parce que souvent on mettait dans du miel et on allait ensuite sur la terre continentale, s'occuper à nouveau de traiter le pourpre qui nécessitait énormément de travail. Et donc on a aux Canaries des grottes avec des fibules, vous le voyez, avec des fibules gravées. En bas, c'est des fibules plutôt du Draa. En haut, c'est des fibules des Canaries. Donc on a comme ça toutes ces inscriptions, tous ces procédés aussi, où on va travailler la pierre, les bois, avec la même idée. Je vous renvoie donc au texte de Ahmed, et puis moi je fais un long texte sur la question de cette reconnaissance, sur la question de la femme. nous a fait le bonheur d'être là pour l'inauguration, et c'est vrai qu'elle incarne vraiment cette à la fois modernité ancrée dans des territoires multiples, et puis d'autres figures, vous voyez, on les retrouve, qui sont finalement toutes ces dames qui m'ont expliqué à moi beaucoup de choses, comme on y reviendra à Emin Tatelt, le fameux Adrar et ses motifs. Alors, je fais une parenthèse sur l'ensemble des travaux que j'ai faits, parce que souvent on a la tendance à mettre chaque chose dans une boîte, alors qu'on ne peut pas mettre une culture dans une boîte et que tout est vraiment en lien. Et donc quand vous travaillez sur des motifs qui sont sur les façades, ou quand vous travaillez sur l'oculi, le petit œil qui éclaire une maison, ou quand vous travaillez à restaurer ces ensembles absolument extraordinaires qui sont dans ces territoires, évidemment, vous avez un premier souci qui est de ne pas faire disparaître les objets et les artefacts que nous rencontrons, les portes, etc. Et je vais terminer avec cette idée et ouvrir sur le travail qu'a fait ma sœur Myriam Nagy avec le British Museum sur ces questions-là de disparition. Il n'est pas question, quand on restaure et quand on s'assure que tout reste à sa place avec les personnes, pour les communautés et pour sauver des sites absolument éblouissants, il n'est pas question d'emporter avec soi ne serait-ce qu'une petite poterie, mais au contraire de tout laisser en l'état et d'expliquer aux Malmines, d'expliquer aux enfants, d'expliquer à tout le monde combien ce patrimoine est précieux et combien il fait partie de nous et combien il est aussi immatériel. C'est-à-dire que des techniques constructives, des techniques de tissage, des techniques juste de faire l'henna, des techniques à la fois de préparation du quotidien avec tout ce qui est d'ordre préparatoire de la nourriture, etc., eh bien c'est pareil. Alors on le voit mieux avec l'architecture, mais c'est aussi ça. C'est-à-dire que l'idée, à chaque fois, c'était pas de s'occuper d'un élément, mais c'était de considérer toute une culture dans sa diversité, dans sa richesse et dans sa puissance, on va dire, créatrice, pour faire des références à de grands noms de la philosophie ou de l'esthétique. En tous les cas, à chaque fois, vous le voyez, il s'agit de garder des territoires, une pensée, un art, des figures, des façons des rapports au monde très particuliers. Et finalement, ces figures féminines, ces déesses mères, on en a très peu. On a très peu dans nos collections. Il y en a aux Canaries, dans ce fameux musée extraordinaire de Gran Canaria, où on a ces objets. Alors, ils ne peuvent pas toujours voyager, mais ils sont, regardez le nombril, comment il est fait, regardez le corps, regardez la tête, et c'est une céramique. Donc, c'est quelque chose qui a été extrêmement travaillé. Il y en a plusieurs, ils en ont trouvé énormément. À ma connaissance, en Algérie, il y en a aussi 2. En Tunisie, il y en a très peu. Il y a les Tanites qu'on connaît. Mais en dehors de ces grandes figures dont
Le Louvre, d'ailleurs, accueille une collection. On a très très peu de figurines qui représentent au Maroc, en tous les cas dans nos collections, la femme par excellence. Donc je n'ai pas résisté à mettre aussi la Calas, qui est une vraie méditerranéenne et dont les bijoux ressemblent tellement à nos bijoux. La Dame d'Elche, qui a les mêmes types de parures que nous avons vues tout à l'heure, et d'autres figurines qui ont fait partie vraiment de nous et de ce cercle protecteur dont il est question. Et donc je pense qu'il est important pour nous tous de traverser comme ça cette culture avec des figures féminines. Et moi, je sais que dans mon travail, j'ai rencontré des femmes extraordinaires qui sont des modèles de réflexion sur ma propre vie. Et puis, avec des concepts. Je pense que le concept le plus fort, bon, le concept de cercle protecteur, c'est le concept le plus fort, mais le concept de l'œil de l'envie, l'hasad, on dit nous beaucoup l'hasad, il est très puissant, il est sur l'arnif, il est sur un certain nombre de choses, mais l'œil de l'envie, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Et moi, quand j'ai fait mes travaux, j'avais une vingtaine d'années, et puis maintenant, il faut multiplier par 2, enfin un peu plus, et on se rend compte qu'on est toujours là-dedans, c'est-à-dire, attention, il ne faut pas trop développer ceci. Tiens, on choisit une photo de toi, t'es moche. C'est mieux si t'es moche sur la photo là, du journal. Comme ça, voilà, des petites choses marrantes comme ça qui viennent, et puis des choses moins marrantes qu'on connaît tous, qu'on vit au quotidien, qui sont universelles. Eh bien, elles sont au cœur de ces sociétés. Et elles sont au cœur de ces sociétés. On a vu les greniers tout à l'heure, les greniers collectifs, mais on sait que c'était vraiment cette idée de conserver une... face à l'aléa, voilà, aujourd'hui on a un frigo, on ouvre, on va dans un supermarché, mais que faisaient nos ancêtres? Ils n'avaient rien pratiquement. Ils ne savaient pas quand viendrait la prochaine récolte, quand viendrait la prochaine pluie. Donc ils faisaient extrêmement attention, ils faisaient attention à chacun des gestes au quotidien pour éviter une intention malfaisante. Quelque chose qui viendra détruire le bonheur du foyer. Un bonheur comme ça, incertain, on le sait tous, le bonheur, il est là, et puis tout d'un coup, il peut disparaître. Alors, on a mis dans cette magnifique exposition, qui a eu, je crois, 100 000 visiteurs, avec des gens qui pleuraient, enfin nous on a assisté au tout début, d'autres gens qui nous disaient « mais en fait notre culture elle est belle ». En fait, c'est tellement riche, oh, je ne savais pas qu'il y avait ça, ou bien les guides, les hommes de la sécurité qui faisaient le guide pour expliquer aux gens, voilà, ça c'est ceci, ça vient de tel pays, moi je suis originaire de tel endroit, oui, ma mère et ma grand-mère, elles ont toujours fait ça, etc. Et puis, vous voyez, entre ce décor kabyle que j'ai redessiné, puisque c'était très difficile d'avoir les droits sur les photos, et puis ce très beau tapis qui appartient à la collection ici, c'est les mêmes motifs. Or, on est quand même assez loin, mais c'est les mêmes techniques. Cette porte que vous voyez de l'autre côté, qui est extrêmement intéressante, elles ont les mêmes portes aux Canaries. On a les mêmes portes un peu partout avec ces fameux... crapaudines qui permettent d'avoir d'un seul tenant une porte, un linteau et une façon de fermer. On aperçoit ces fameuses serrures et on y revient avec les hydrarines d'Imin Tatelt dont j'ai déjà parlé. Et puis les tatouages, on reviendra sur ça. Vous avez quelques images de films aussi. Alors je vais faire notamment le film de la fabrication de la fibule avec le filigrane de Marie-Rose Rabaté à Tiznit, où il y a dans le catalogue un très beau texte de David Guéry, sur la question de la marchandisation de ces bijoux. Pourquoi ça s'est fait dans les années 70 et pourquoi pas après, et pourquoi aujourd'hui il y a cet engouement. Et puis, vous le voyez, des techniques de serrure qui ne peuvent pas vous étonner compte tenu de tout ce qu'on dit. Et puis, les hydrarines. Les hydrarines, moi j'ai travaillé dessus pendant quelques années, et ça fait l'objet d'un commerce, on va dire, on appelle ça de l'art d'aéroport. Les hydrarines, ils sont extrêmement intéressants parce que c'est un voile extrêmement travaillé que fait la jeune fille avec de la laine ou de la soie sur de la laine, du coton, ça dépend. Et ensuite, ce voile, qui est le voile de mariée, il va être placé sur la tête au niveau de Ayour, qui est ce cercle, la lune, ce cercle ici.
puis il va être remonté et on ne le verra plus. Ensuite, la jeune fille va être entourée de tout un tas de voiles. C'est un voile de protection, fabriqué par elle, évidemment, et c'est un voile qui signifie vraiment, qui incarne l'idée du cycle féminin. Le titre de cette exposition, c'est vraiment parure, cycle, motif, c'est-à-dire comment on va avoir des rituels qui vont façonner la vie d'une jeune fille qui va se marier, qui va avoir des enfants et qui ensuite va elle-même transmettre. On est sur ce cycle de l'éternel retour, autour de rituels et de façons d'orner. Alors avec le henna, elles prennent tirbaïn. Tirbaïn, c'est juste, on en a vu tout à l'heure, cette espèce de grande louche qui sert à prendre, à prélever dans le grenier et qui sert à ne prendre que ce dont on a besoin dans la maison chaque jour, pas trop, ni trop peu, ni pas assez. C'est vraiment la question du grenier collectif. Alors il est posé là, et puis il va y avoir le cercle, qui est, vous le voyez, qui est vide, et derrière c'est la serut tisura, serut la clé. Et donc c'est vraiment cette question de la nuit de noces avec une jeune fille et la visite et le fait qu'ensuite il va y avoir une union qui devra être fertile et il faudra qu'elle enfante et qu'elle ait des enfants. Donc je pense que c'est extrêmement important, avec très peu de choses, de se rendre compte qu'il y a à la fois la question du destin d'une femme, deux femmes au pluriel, la question de façon de dessiner, d'œuvrer, d'orner, et cette question du cercle protecteur qu'on retrouve dans d'autres contrées pas si lointaines, où il va y avoir évidemment aussi ce même travail avec Asta, avec le fameux tissage et avec cette alchimie extraordinaire des jeunes filles qui vont aller compter, elles comptent vraiment, elles sont des mathématiciennes, elles comptent et elles font comme ça une virtuosité de schéma pour sortir le dessin. Alors ma sœur, qui a fait une thèse d'anthropologie également à la SOAS à Londres, a beaucoup travaillé dans le sirois. Et elle a eu, par le British Museum, je vous le disais tout à l'heure, ils lui ont demandé d'aller non plus faire ce que d'autres missions faisaient autrefois, prélever et repartir avec, mais avec une dimension beaucoup plus constructive et beaucoup plus intéressante pour notre époque, qui n'est pas une époque qui va voler une culture, mais qui va au contraire être dans un rapport d'estime et de redécouverte. Il est demandé donc à un certain nombre de chercheurs dans le monde, et c'est accessible très facilement. Je n'ai pas vu les films, mais vous pouvez très facilement aller chercher ça. Elle s'est attachée à un ensemble de pratiques liées au tissage. Je crois qu'elle en a répertorié 6 ou 7, autour de choses très précieuses, autour de femmes qui continuent à le faire, mais jusqu'à quand, on ne sait pas. Et l'idée, c'est on filme, on retrace, on documente, et ensuite on laisse à ces dames, et on fait tout un travail pour qu'elles aient conscience de la valeur de ce patrimoine. Et si on peut, on initie des réseaux de protection avec les pouvoirs locaux. Donc c'est vraiment ce qui était au cœur de ces idées. Et une chose très importante, c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait un métier à tisser, un vrai, dans l'exposition, c'est que le métier à tisser, il est vivant. Il est vivant, on le traite comme un être vivant, et le tapis aussi, c'est un même mot, il est vivant, on le monte, et quand il va être terminé, on va faire un certain nombre de prières de protection, et puis on va faire mout lana, et on va le découper, l'enlever, et il va vivre sa vie, mais là il sera plus vivant. Et donc ces questions de la laine vivante, de la baraka, du blé qui lui aussi bouge, et tous les gens qui ont lavé du blé dans leur vie le savent, le blé fait en séchant une espèce de petite musique, etc. Toute cette question d'avoir les vivants autour de soi, de ne pas se considérer tout seul au monde, mais plutôt en relation avec d'autres
personnes, d'autres entités, d'autres plantes. C'est exactement ce que résume le rapport au métier à tisser, le rapport à toutes ces questions-là. Et c'est ce qui est au cœur aussi de cette exposition et au cœur d'un certain nombre de films, dont le film qui a été fait par Marc Brevieri et Mohamed Mousquit ici présent. Je vous renvoie pour tout ça à l'intérieur du catalogue, hein, vous en voyez, à la question de la fiancée de l'eau, à ce texte magnifique, au fait qu'on ait voulu vraiment montrer comment les tarnjas sont toujours utilisés. Moi, j'habite une rue où j'ai Bafatim, une des doyennes de la rue, qui, quand il y a des années de sécheresse trop prononcées, comme ces dernières années, elle sort avec une petite, cuillère habillée et elle va chanter en parlant de Arda, je me souviens, et de tout un tas de choses. Et on a donc un texte sur Face aux aléas et ce film de Marc donc, et de Mohamed. Ces textes aussi qui ont été répertoriés à 500 km l'un de l'autre, et pourtant ils sont toujours là. Et puis, vous le voyez, d'autres façons de faire, les ceintures, on ne va pas y passer la soirée, mais on est sur des champs de fertilité, avec un rapport au monde, comme je vous le disais, extrêmement important, où entre soigner, nourrir et protéger, eh bien, le même mot finalement va être au cœur des systèmes culturels et des façons de voir le monde. Et on a des portraits comme cette grande dame qui va à la fois expliquer comment elle ne prélève que ce qu'il faut, comment elle demande aux plantes, comment s'il n'a pas plu, elle n'ira pas couper, comment elle ne prend que si on lui dit aussi qu'on pourra faire en sorte de accepter qu'elle vienne prélever. Et donc là, vous avez plutôt, dans cette relation écologique au monde, des réminiscences des premières gerbes, et vous avez aussi toute cette question où on ne vient pas comme ça dans le monde tout prendre, mais où on essaie de dire « Ok, je vais prendre ça, je ne vais pas tout prendre, je vais prendre ça. » Et vous le savez, tous les gens qui sont allés dans les montagnes, on mange, on te donne, on donnera autant qu'on peut, et on ne mangera pas plus, on donnera que ce qu'il faut. Cette question de la juste mesure, qui est au cœur aussi de l'ensemble des systèmes esthétiques et constructifs, architecturaux, elle est aussi, et ça on l'a compris quand on a la chance d'être allé dans les musées des Canaries, il y avait l'Anat qui appartient au Niger tout en haut, et puis il y avait l'Anat, l'autre natte qui venait des Canaries et qui nous ont, vous voyez, à droite, à gauche en bas, qui nous a été prêtée. Et donc, au fond, dans les Canaries, on a cette dernière demeure, puisqu'ils ont des momies qui sont emmitouflées dans une natte, et il y avait ce travail extrêmement important d'un tissage qui entourait le mort. Et au fond, cette question du cycle, on le retrouve évidemment, mais on le retrouve, vous voyez, tout le temps. Donc je vous en parle. Si vous allez toujours dans ce même musée, mais aussi ceux de Tenerife, on a aussi des chocs émotionnels parce que ce sont des choses qui sont extrêmement bien conservées. On ne les a pas ici. Il n'y a pas eu ce travail de conservation parce qu'il n'y avait pas de grottes, parce que c'est pas la même histoire, ce serait trop long d'expliciter, mais par contre, on a des techniques similaires, parfois extrêmement raffinées et parfois extrêmement intéressantes à montrer. Alors, je vais avancer sur la question du tatouage par la figure de Mohamed Sijilmassi. Abdeslam Sijilmassi, son fils, m'avait fait l'amitié il y a très longtemps, peut-être maintenant presque 20 ans, de consulter les archives de son père. Et j'avais été frappée. Alors son père, il est médecin pour la Sokumar, et il va découvrir que les femmes qui viennent le voir sont ornées de motifs absolument magnifiques. Et il va se mettre à photographier, à décalquer. Et ensuite, avec Ahmed Hariri, qui est un architecte connu à Casa, qui est décédé depuis,
mais qui m'avait raconté, ils mettent sur comme si on fait un plan, et c'est ce qu'on a présenté. On a montré la diversité d'un travail qui venait pour partir, on va dire, d'un terrain, d'un médecin, et qui arrive à un collectionneur d'art qui tout à coup va se réfléchir à ces questions et va les conserver. Et va ensuite faire ce grand texte des arts traditionnels qui paraissent en 74, en 73 va paraître son premier ouvrage sur l'art contemporain. À un moment, c'est pour ça qu'on a mis Belkahia, à un moment où on est dans des années où on réinvente l'écriture marocaine, qui on est, qu'est-ce que signifie être berbère, que signifie être marocain, pourquoi nous n'avons pas de techniques et de traditions picturales comme en Europe, mais nous avons d'autres traditions picturales. Mais si, nous avons parfois des gravures rupestres, très peu à l'époque, on n'en connaît pas, elles sont découvertes depuis peu, et nous avons aussi sur le cuir un certain nombre de choses. Et donc, si Farid Belkahia était là aussi comme ombre tutélaire de notre exposition pour montrer ces années extraordinaires de recherche d'identité et de recherche aussi de, voilà, qui sommes-nous et pourquoi tout ça doit perdurer. Il termine, Dr Sijil Massi, avec le henna et avec un certain nombre puisque les tatouages sont alors plus ou moins proscrits, sont considérés comme interdits, il termine avec un certain nombre de tatouages éphémères de henné qu'il a répertoriés de la même façon, au même titre que le reste. Donc on a cette présence, et vous le voyez, on a cette œuvre de Amina à gauche, là, toute verte, qui va avoir aussi fait ce lien entre la génération, je crois que c'est les mains de sa mère qui étaient tatouées, qui étaient ornées de henné, qui sont photographiées dans le livre de Dr Sijil Massi. Donc Amina Ghaznei va répertorier un certain nombre de techniques. Là, vous avez Curlicum Vitae, qui est ce très beau travail où elle a demandé à des tisserandes avec lesquelles elle a l'habitude de travailler, de lui faire des bandes de ce qu'elles savent le mieux faire, avec 2 couleurs, noir et blanc, qui sont comme leur CV. Et donc, Curlicum Vitae montrait l'extrême virtuosité de ces femmes, un travail collectif, une mémoire, une transmission. Et ça a été exposé au Musée des colonies, Musée de l'immigration, à la Porte Dorée à Paris en 2019. Et Amina a continué à faire ces merveilles de réflexion qui fait qu'on passe je crois que c'est une vidéo, je ne sais pas si qui font, là vous avez aussi un privilège qui est ce moment où l'exposition est en train de se faire, où tout n'est pas au point, et vous avez toutes les petites mains qui font cette œuvre collective au même titre qu'une œuvre architecturale et qui font tout le soin qui fait que, voilà, il y a énormément de gens, et je remercierai sur l'ensemble des partenaires au Maroc et là-bas qui ont permis qu'il y ait toutes ces questions. Mais je m'arrête toujours autour du travail d'Amina sur Tisk Modine, ce fameux travail qu'elle a fait au moment où je restaurais ce très beau village et au moment où elle s'est occupée des 60 femmes pour inventer avec elles, avec ce qu'elles savent faire, sans chercher la melma, la meilleure, etc., ce qu'il fallait faire pour qu'on puisse faire perdurer. Je vous parlerai sans doute d'autres choses plus tard dans le débat à votre question, parce que c'était un rêve, et restaurer et en même temps redonner la force aux femmes tout en les laissant comme là avec ce rideau inventé qui est en pierre et en fil de laine, et inventer aussi des espaces, c'était un peu ce qu'on avait fait. Et je terminerai autour de ce très beau travail, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, je crois qu'ils sont là, Rachid Mendili, Abdelhakim, ils sont là-haut. Et de tout ce travail que nous faisons avec eux autour de cette école qui fait 1000 mètres carrés et qui est une ode
que je vous invite à venir visiter si vous le souhaitez, en prenant attache notamment avec eux, qui est une ode à ce patrimoine que nous aimons tous, pour dire non, il est bien là, il est bien vivant, il est pour nous tous, il a ses fondements très profondément en nous, et nous avons chacun à notre niveau le devoir finalement de faire ce que l'on peut pour faire en sorte qu'il ne disparaisse pas pour de bonnes ou de mauvaises raisons, et qu'il reste un patrimoine collectif, un patrimoine commun à partager. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Ça me rappelle quand vous bois un verre d'eau, je peux inciter le public à te poser des questions, peut-être faire des commentaires sur ce que tu as dit. On va faire balader les micros pour que vous soyez entendus et qu'on puisse vous entendre en retour. Voilà, n'hésitez pas. بداية أشكر الأستاذة المقتدرة سليمة الناجي على هذا العرض القيم الذي يعني نقلنا في أبعاد جمالية للموروث يعني المغربي الأمازيغي ومحاولات يعني ربط الصلات بين هذه العلامات وأماكن أخرى بمعنى أن هذا موروث ربما أنه ليس محليا ضيقا وإنما له امتدادات في ثقافات أخرى. أنا فقط وددت لو تم التركيز على رمزية العلامات داخل هذه التحف. مثلا شفنا الزربية. Je crois que je vais demander un stylo parce qu'on est parti pour une mini-conférence. Et si je ne prends pas des... Ramzia, c'est la symbolique. Hein, c'est la symbolique. Dont il parle. Oui, la symbolique. Mais comme il va très loin, là, je ne vais pas pouvoir tout retenir. Peut-être qu'on peut laisser avec des questions aussi, Mohamed Allah يخليك, très courtes. Oui, oui. عافاكم. إذا أريد بعض الرمزيات الأساسية أو لا رمزيات مهيمنة في هذه الأشياء التي رأينا وشكرا. Vous voulez que... Vous voulez traduire pour le public, allez-y. Exactement. Hein. Donc, monsieur a posé la question, pardon, je ne connais pas le... Docteur Aitlamim a posé la question par rapport à la dimension symbolique ou la symbolique de la partie dominante de ce que vous avez montré, de ce que vous avez expliqué. Donc, ce que monsieur a expliqué, qu'on aurait aimé aussi voir qu'est-ce qui a été le plus dominant dans la symbolique des signes, des parures, des cycles, etc. Et ce qui était important, je pense, si Mohamed est traducteur, donc c'est intéressant. Je pense que c'est pour ça aussi que je pense que justement la symbolique qui inonde ce territoire, elle est tellement immense qu'elle ne peut pas être réduite à quelques mots et surtout pas à une conférence de quelques heures, hein, là c'est quelques minutes. Et elle ne peut pas. Je l'ai un peu dit, et c'est pour ça, c'est la question de la féminité. C'est-à-dire qu'au fond, quand vous transmettez la vie, et quand vous êtes dans une posture de transmission au sens noble, hein, eh bien, automatiquement, je ne vais pas vous l'apprendre, la symbolique, elle est celle de la vie même. C'est pour ça que j'ai mis ces deux nattes qui font qu'on entoure le mort, et en même temps, on va vivre dans ces espaces. Et donc, la symbolique, elle n'est pas du tout cantonnée à... Elle est très large. Et je pense que ce qui est important, et c'est quelque chose, c'est un trait particulier de notre culture, c'est cette forme de générosité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter à un périmètre. C'est partout. C'est pour ça aussi que j'ai montré l'architecture. Et que je pense que c'est pour ça aussi que s'il y a l'architecture, c'est l'architecture, elle va porter tout ça en elle. Elle va tenir, elle va incarner. Mais, et c'est pour ça qu'il faut extrêmement être vigilant sur la culture, c'est un patrimoine avant tout immatériel. Donc si par exemple on ne donne plus parce que la vie augmente trop, ou si on ne donne plus aux femmes des moments où elles vont faire leur tapis parce que le marchand il abuse,
il l'achète pour rien, elle passe 1 mois et demi sur un tapis, il passe Ramadan et il l'achète pour même pas 1000 dirhams, elles y ont passé je ne sais pas combien de temps, c'est même pas le prix de la laine, pourquoi elles vont refaire le tapis après? Donc c'est toutes ces questions, c'est pour ça que j'ai renvoyé à la fin de mon propos sur la responsabilité de nous tous, c'est toutes ces questions. Est-ce qu'on a envie de vivre avec un patrimoine encore vivant qui est, comment on va dire ça, qui nous subsume, qui nous représente, qui est extrêmement important, qui est venu de très loin et qui va au-dessus, très loin encore, ou est-ce qu'on est dans une société qui va broyer tout ça au nom d'une forme de mercantilisme ou on va dire de folklore ou de réduction d'une culture qui est par une définition, vous l'avez dit, large, à des épiphénomènes. C'est pour ça que je vous ai montré aussi des vidéos, c'est pour ça que j'ai parlé des greniers, c'est pour ça que je voulais aussi qu'on voit qu'une culture, elle n'est pas cantonnée à 2 signes. Allez, on va choisir un ado, et vous avez des textes où ils vous disent, voilà, ça c'est les étoiles, et ça c'est la mouche, et ça c'est les choses. Et c'est jamais ça. Parce que, bien sûr, il peut y avoir une symbolique de tel ou tel motif, l'oiseau, mais au fond, c'est un ensemble. Et c'est pour ça que le film de Marc et Si Mohamed qui vient de sortir est très important, parce qu'il est allé voir une dame qui ne parle pas, qui ne dit rien, Hugo von Hofmannsthal, hein, puisque je crois que vous aimez beaucoup cet auteur, qui dit rien, qui n'a pas de mots, mais qui est au-delà, qui va montrer que justement la vie c'est au-delà, et elle va avoir ce respect incroyable. Vous voyez, elle ne prélève, alors on n'a pas vu le film, je pense que cette expo va voyager, elle va peut-être aller ici et là, mais les films on peut les voir, ils sont visibles. Et puis les textes sont très très intéressants, je vous renvoie à ça pour approfondir, et vous après, vous me re-questionnerez plus précisément si vous le souhaitez. Soyez pas timide, il n'y a pas de raison de l'être. Voilà. Bonsoir. Aladine, c'est très intéressant, d'un point de vue maroco-marocain, dans quelle mesure, disons, la dimension plutôt de la mazirité retrouvée de point de vue maroco-marocain peut nous ramener, nous, individus marocains, vers l'universel, alors qu'en même temps, disons, quand elle est prise en compte, elle l'est plutôt depuis la France, par exemple, comme l'expérience au MUSEM, et non pas au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye. Et si elle est une porte vers l'universel, comme vous l'avez souligné dans cet espace assez énorme, comment s'insérer, disons, l'héritage aux Canaries, aux îles Canaries, peut-il être une sorte de conservatoire, alors que toute l'Afrique du Nord, disons, la majorité dominante, a eu des évolutions extraordinaires depuis ce départ. Comment vous le voyez? Alors, la question de l'universalité dans une culture singulière, c'est toujours ce qui est le plus redondant dans une analyse comparative, évidemment. Mais moi, je ne compare jamais les choses de cette façon-là. Par exemple, quand je suis allée aux Canaries, la première fois, c'était, je pense, les années 16 ou 17, 18, par là, en tout cas c'était avant le Covid, j'ai eu un choc en me disant, mais on dirait c'est la même chose que nous. Mais pourtant, ils n'ont pas eu les religions du livre, eux. Donc c'était intéressant de voir cet autre, qui est le même, mais qui n'a pas la même finalité, comme vous l'avez très bien dit. Donc au fond, la comparaison, elle est riche, parce que ce dont je viens de parler avec Si Mohamed à l'instant, ça reste la question de la transmission, la pérennité, etc. Et vous avez même des formes, par exemple, ils ont des frontaux qui sont exactement les mêmes frontaux qu'on a dans l'anti-atlas, très connu, mais comme ils n'ont pas de métal, ils ont l'obsidienne, ils ont fait avec l'obsidienne. C'est-à-dire qu'il y a eu un remplacement. Les nattes que vous avez vues, ils ont des joncs beaucoup plus gras
que les joncs que nous avons, nous, dans nos terres arides. Donc ils ont des nattes différentes, et pourtant ça ressemble. Et donc au fond, ce qui est passionnant, c'est que justement, à partir d'un même arbre, et pour la langue, j'aurais pu vous répondre avec la langue, à partir d'un même arbre, on a plusieurs fruits, et ils se ressemblent. On le dit, hein, on reconnaît l'arbre par ses fruits, c'est quand même un adage qui nous vient justement des religions du livre, mais je pense que c'est ça qu'il faut voir, ce qui nous rapproche, pas ce qui nous séparerait, ce qui fait qu'on est les mêmes, ce qui fait que ces guerres qui déchirent artificiellement des gens n'ont pas lieu d'être, ce qui fait que quand on oppose arabes, berbères, il faut bien comprendre que c'est une opposition héritière de Robert Montagne et d'une certaine idéologie coloniale, que la famille Aoued va prononcer le Ya Latif au moment du Dahir berbère de 1930 en disant « Surtout, il faut sortir, il ne faut surtout pas rentrer dans ça, dans ce qui divise. Réunissons les gens. » Donc je pense que ce qui est très beau, c'est que justement, ça vient de très loin, c'est toujours là, on ne peut pas tout à fait dater. L'archéologie commence à nous donner des choses très intéressantes. On a de très bons archéologues dans le royaume. Ils sont d'ailleurs passionnants à écouter. Avec la Fondation, nous avions eu tout un cycle autour de Armat et avec Abdelafili et son équipe et ses équipes. Et donc à chaque fois, c'est ça qui nous importe. Qu'est-ce qui nous réunit? Qu'est-ce qui fait qu'en Kabylie, finalement, on a les mêmes motifs que dans le Haut-Atlas? C'est incroyable. Ou dans le Niger. Comment ça s'est fait? Pourquoi? Et vous avez dans le catalogue une référence à Gabriel Camps qui a créé l'encyclopédie berbère dans les années 60. Lui, il était archéologue. Il prend un vase à Tidis, qui est en Algérie côtière, et il dit, mais c'est incroyable, les femmes, elles font exactement ce motif. Et moi, j'étudie ça dans mes jeunes années, et je suis avec une potière, elle fait exactement le même. Pourtant, on est à combien de milliers de kilomètres? 3000, 4000, je ne sais pas bien, peut-être un peu plus. Et pourtant, c'est le même. Pourquoi? Eh bien, on ne sait pas. Ce sont des écritures aussi qui viennent de très loin. Et les femmes, quand on les questionnait, pourquoi tu fais ça? Elles font ça, c'est pour ça que j'ai parlé de rithologie. Elles font ça parce qu'elles ont toujours vu ça. Et on a le grand drame de toutes les sociétés, on va dire, de la modernité, c'est quand il y a la collectivité mémoire, l'école, qui arrive et qui heurte la collectivité mémoire. Et donc à ce moment-là, il y a différents canaux. C'est ça qui est intéressant chez nous, je pense, qu'il ne faut surtout pas niveler. Ni niveler, ni uniformiser. Là, ils sont en train d'uniformiser toute l'architecture avec beaucoup de lois qui vont réduire toutes les techniques. Il faut faire le contraire. Il faut faire comme les Suisses. Il faut partir de prototypes. Il faut se dire, moi j'ai toute cette richesse, pourquoi je vais la mettre dans un tronc commun? C'est idiot. Gardons la totalité. Vous voyez? Et je pense que c'est cet effort, quand vous voyez en quelques minutes comment on traverse une culture, en voyant que ce qui nous rejoint, ce qui rejoint des tissages faits dans l'Antiquité avec des tissages faits aujourd'hui. Des poteries de l'Antiquité aussi qui doit être même pas tardives comme aux Canaries, et des poteries contemporaines. Moi je vous dis, dans l'Anti-Atlas, et je n'ai pas l'âge de Gabriel Camps, donc ça veut dire la deux générations après Gabriel Camps, je trouve les mêmes. Par contre, ça s'est fait à Isserine et j'avais refait des poteries, etc. Et les gens m'ont dit, et nous on ne fait plus ça. Ça, on arrête. Donc c'est ça qui est plutôt inquiétant. Et c'est là qu'il faut réfléchir à d'où ça vient, pourquoi ça ne doit pas disparaître, et comment j'ai essayé de le faire aussi dans cette exposition ou dans tous mes travaux d'architecte, comment une chose, elle n'est pas soit moderne, soit archaïque. Tout se traverse. Et vous avez dans le musée qu'on est en train de finaliser à Tiznit, Inch'Allah, on a toute une partie où on montre ce qui est toujours là. L'huile d'olive, elle est toujours là. Depuis combien? Vous pouvez me dire, vous? Moi, je ne sais pas. Depuis quand, au Maroc, on a l'huile d'olive? Et pourtant, elle est là. Et demain, on ne va pas laisser tomber l'huile d'olive parce qu'elle n'est pas assez moderne pour prendre une huile d'arachide ou une huile de tournesol, qui en plus, voilà. On va au contraire chercher à choisir des choses encore plus qualitatives pour des raisons de santé. Donc je pense que c'est à la fois des choses qui nous concernent au premier chef et à la fois, comme vous l'avez dit,
des propos qui sont d'ordre métaphysique à chaque fois. Mais c'est pour ça que ça nous intéresse. C'est pour ça que cette culture, la nôtre, est passionnante. C'est qu'on est à la fois dans quelque chose qui est extrêmement puissant en termes de symboles, ça a été dit, et en même temps très simple, très quotidien, très là. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'hasad, parce que je vous disais, moi quand je fais les études, je fais mes études, donc on va dire quel âge j'ai, 22 ans, sur la reconnaissance de l'art berbère à l'époque, à la faculté, etc. Et je ricane, je me dis, c'est quoi ce truc? Et puis aujourd'hui, je me dis non, c'est très puissant, c'est très très puissant. C'est pour ça que je l'ai érigé en concept explicatif. Parce qu'on comprend pourquoi on orne une porte comme ça, pourquoi on va le faire devant mais pas derrière, pourquoi, etc. etc. Et je pense que c'est toutes ces questions qui sont passionnantes à nous de ne pas perdre parce qu'on les a analysées. D'ailleurs, les gens qui ont vu l'expo, c'est comme ça quand on discutait avec les gens, quand ils sortaient, ils nous disaient oh, « je savais ça et en même temps je ne le savais pas ». C'est-à-dire ils l'avaient deviné sans comprendre tout à fait. Et ils se sont dit « mais oui, c'est tout simplement ça ». Et vous retrouvez des choses sur la carte. Vous avez vu en Sardaigne, on a des mêmes choses avec l'alliance, avec un certain nombre de... Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très proches. Les greniers collectifs, c'est pas juste les Imran d'Afrique du Nord, il y en a partout dans le monde. Mais il y a des spécificités qui sont inhérentes à certains territoires. Donc au fond, il faut toujours réfléchir à ce qui est général et singulier, et regarder ce qui nous intéresse. En tout cas, l'anthropologue, c'est ce qu'il fait. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas un sociologue, c'est un anthropologue. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui réunit les êtres, et ce qui l'intéresse aussi, c'est ce qui va faire qu'on va trouver une singularité pour qu'on ne soit pas nivelé par le plus petit dénominateur commun. Je ne sais pas si j'ai répondu, j'espère, à votre question. Oui, bonsoir. Merci pour cette conférence. Alors moi, c'est plutôt une réflexion sur le lien à l'invisible, en fait, que j'ai pu ressentir à travers toute la matérialité qui s'est présentée dans toute la continuité, en fait, de ces œuvres. Et c'est comme s'il y avait un inconscient collectif, en fait, qui guidait tous ces peuples, tous ces gens, et toutes ces femmes, notamment, qui ont peut-être, en tout cas, à travers le principe féminin, ont un rapport à l'invisible, ont un rapport à l'intuition, que les hommes ont aussi, évidemment, mais qui font qu'elles se mettent à créer de façon intuitive des motifs, des symboles qu'elles-mêmes ne comprennent pas et qui vont créer un lien, en fait, à travers tous ces territoires. Et j'ai trouvé ça très, très fluide et très beau. Donc, merci. Et donc, j'ai une question quand même. En fait, c'est donc le lien à la spiritualité. Et est-ce que tous ces peuples sont animistes? Ou en tout cas, quel est leur lien à des entités qui se trouvent dans l'invisible, qu'on peut trouver dans d'autres cultures, notamment à Sumba, par exemple, où le lien à des entités qu'on ne voit pas mais qui sont bien présents se reflète à travers l'architecture, à travers tout un tas de totems, etc. Donc voilà. Alors, merci pour cette question magnifique et sur cette relecture. Ce lien de l'invisibilité, je le verrai beaucoup plus plastique encore et qui va s'adapter aux époques. Ça, c'est une évidence. Mais je ne le réduirai pas à de l'animisme, parce que je pense que c'est au-delà. Et à chaque fois qu'on prononce ces mots, superstition, animisme, on heurte un certain nombre de sensibilités profondes qui quand même sont aussi en dialogue. Du coup, on ne peut pas les réduire à ça ou ça. Moi, je me garderai bien de dire, voilà, ça c'est animiste. Pour moi, ça ne l'est pas. Et souvent, elles sont d'ailleurs agacées. Par exemple, les tisseuses, elles ne font pas un certain nombre de rites devant un étranger parce qu'elle va être après taxée d'animiste. Enfin, c'est un peu fatigant de mettre pour elles, d'être mises dans des boîtes alors qu'elles sont des femmes souvent pieuses ou elles ont le sentiment d'être, et elles le sont profondément. Du coup, je pense que ce n'est pas là que ça se joue.
La question femme et homme, c'est vrai que j'aurais dû le dire, il y avait aussi, mais souvent l'homme est occupé à d'autres choses. Du coup, la femme va rester souvent, et puis ce sont des sociétés souvent agro-pastorales ou avec plusieurs habitats plus ou moins fixes. Donc on est aussi sur des... Mais ce qui est intéressant dans ce principe féminin dont vous parlez, et cette spiritualité, c'est que justement, on ne va pas dire, bon alors ça c'est des animistes, et puis eux ils sont musulmans, et puis eux ils sont juifs, et puis eux ils sont chrétiens. Ça ne se passe pas comme ça. C'est au-delà. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de manger, vous ne vous posez pas cette question-là. Par contre, en fonction de la culture à laquelle vous appartenez, vous êtes profondément, par exemple les gens sont profondément musulmans, profondément. C'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. C'est très très profond, réellement. Mais ça n'empêche pas de considérer, et justement c'est aussi dans certains textes, moi je ne suis pas une exégèse, je vais bien pas risquer de m'aventurer, mais vous avez où c'est de toute façon convoqué. Donc je pense qu'on a, nous, eu l'habitude, et dans une certaine terminologie d'ailleurs coloniale, de mettre là-dedans, alors que la religion, c'est que la mystique, justement, quand elle n'est pas réduite à l'idée d'orthopraxie, de quelque chose d'extrêmement limité, mais qu'au contraire, on la traite avec un socle et avec une vision plus profonde. À ce moment-là, d'abord, c'est l'affaire d'une intimité. Donc, qui suis-je, moi, pour dire que celui-là, il est ceci ou cela? Mais surtout, c'est une question vraiment de milieu culturel, et il faut se garder aujourd'hui, avec toutes les caricatures qu'on voit autour de nous, de se dire, voilà, eux, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Je pense que ça dépend des gens, il faut en discuter. Vous ne pouvez pas dire ça. Par contre, moi, j'ai travaillé avec des darqawa, parce que beaucoup des maîtres darqawa, une fois, je vais vous donner une histoire intéressante, il y avait des termites. Et moi, j'avais même pas 25 ans. Je dis, il faut mettre de la chimie. Parce que moi, la termite, j'avais appris ça à l'école, c'est dangereux, on ne peut jamais s'en défaire. Et le gars, il me dit, qu'est-ce qu'elle t'a fait, la bête, pour que tu fasses ça? Et il avait raison, et il m'a dit, on ne va pas faire ça. Ta chimie, moi, j'en veux pas. Il avait raison. Mais il m'a dit ça très simplement. Mais en fait, un darqawa, il est très religieux. Et lui, dans sa tête, c'était pas un animiste du tout. C'était, tu ne fais pas de mal à cette bête parce qu'elle t'a rien fait. Ça, c'est très profondément musulman. Du coup, c'est quelqu'un qui connaît rien de la religion, il ne sait pas ça. Mais quelqu'un qui sait, qui a lu certains textes, il sait. Donc, je ne lui ai pas mis l'étiquette, je me suis dit, ouh là là, il faut que je change de lunettes. Vous voyez, mais j'aurais pu rester une espèce de petite prétentieuse qui a le savoir et que lui, il sait rien, et que lui, il est dans le monde rural, et que moi, je viens de Paris, et le mépriser, lui dire tais-toi. Non, je me suis dit, ok. Et ça a été une ouverture, parce que je suis allée chercher ce qui, justement, qu'est-ce qu'on faisait. Alors, on mettait une pierre sur le bois pour que les bêtes, elles n'allaient pas après dans le reste du bois. Et ça, c'est des choses... après, quand on est architecte, alors après, vous avez des bureaux de contrôle qui vont vous dire « Non, j'en veux pas !» Sauf que le bureau de contrôle, il applique des recettes et il ne sait pas qu'il faut aussi... Donc, vous voyez, du coup, gardons-nous. Je pense que franchement, c'est des questions aujourd'hui qui reviennent. Je pense qu'en plus, on le voit à des échelles d'individus. Qu'est-ce qu'on est à tel âge et qu'est-ce qu'on est à tel autre, et voilà. Et si vous voulez prolonger ce genre de conversation, vous pouvez aller à Zawiya Hansal, discuter avec le cheikh Ahmed Dar, qui passe son temps à apaiser les conflits entre les terrains de parcours et qui a une vision profondément religieuse et en même temps qui est un homme extrêmement ouvert. Et voilà. Alors après, vous avez des gens qui vous disent « moi je suis soufiste ». Je pense que chacun invente sa propre écriture à partir d'un... Et peut-être qu'on peut parler de Simone Weil dans l'enracinement. On a plusieurs racines et elles nous caractérisent et on est issu d'un milieu. Et ce milieu, il nous définit et non pas, on n'est pas dans des boîtes. Je pense que c'est beaucoup mieux d'être dans cette ouverture et de faire une comparaison justement en se disant ok, qu'est-ce qu'on est à ce moment-là de voilà. Question complexe.
l'heure tournant. Je vous invite à revenir samedi soir, le 25 octobre, pour une des 4 projections que l'on fait en partenariat avec le MACAL, le Musée d'art contemporain africain Al-Maiden, film africain, égyptien en l'occurrence, Far from the Nile. Mais aussi à rester avec nous tout de suite pour voir et, pour ceux qui le souhaitent, faire signer un exemplaire du catalogue par Salima Najid. Salima, merci infiniment. Merci à vous. Merci Salima. Merci.